troisième vidéo sur une série de 6 vidéos consacrées au processeur, donc le chapitre 2. La vidéo précédente, on a beaucoup parlé de la finesse de gravure et l'impact que ça pouvait avoir sur les fréquences de fonctionnement des processeurs. Et donc cette vidéo, dans cette partie-ci, on va traiter principalement du sujet des fréquences de fonctionnement. Mais avant, un bref historique pour un peu situer, pour voir un petit peu d'où on vient et où on en est. Donc je vous ai mis ici le premier processeur, le premier microprocesseur pour ordinateur qui est sorti en 71. Bon, à l'époque c'était 4 cœurs, 4 bits. Vous voyez que la fréquence, on a 10 000 nanomètres, donc 1000 fois plus grossier qu'à l'heure actuelle, et on n'atteignait pas le gigahertz. Donc vous doutez bien que la finesse, ben, la valeur va passer son temps à diminuer. Les transistors, on va pas arrêter, on va en mettre de plus en plus. Et les fréquences, ben, on va voir ce qu'il en est. Donc, premier processeur PC. Donc, j'ai utilisé le terme ordinateur pour le précédent. Le premier PC, c'était ce processeur-là. Passage au 16 bits. Bon, tout le reste s'est amélioré. Ok. Rien de spécial. Premier processeur d'ordinateur 32 bits grand public. On avance. Je vais vous passer les détails historiques. Ce qui nous intéresse, c'est la fréquence qui continue de monter. Ensuite, le Pentium, on a arrêté avec les numéros, maintenant on a mis une marque sur les processeurs, histoire que le peuple puisse comprendre de quoi on parle. Donc, tout, voilà, la finesse est de mieux en mieux, les transistors, il y en a de plus en plus. On voit quand même une grosse augmentation, fréquence aussi. Voilà, ça évolue. Premier Pentium grand public à 2 cœurs en 2005. Alors, je vous ai mis 64 bits avec un astérisque parce que on a vu dans la première vidéo que les processeurs avaient des unités vectorielles qui pouvaient travailler sur plusieurs valeurs en simultané. Donc les processeurs actuels sont 64 bits, mais certaines unités peuvent travailler sur par exemple 512 bits. Finesse de gravure 65 nanomètres, 300 millions de transistors, et là vous voyez les fréquences, tiens, 2005, 3,7 GHz. Tiens donc, je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous, votre ordinateur portable n'atteint même pas cette fréquence. Pourtant, on est quand même, je vous parle d'un processeur d'il y a 15 ans. Donc on y est, ça y est. Donc à cette date-là, on a commencé à avoir des problèmes d'échauffement vis-à-vis des fréquences de fonctionnement. Premier 4 cœurs, quad-core grand public. Bon vous voyez que la fréquence du coup elle est plus basse. Et puis de nos jours, où est-ce qu'on en est? Donc ici en 2020, je reste dans les gammes grand public payable, puisqu'il y a du grand public très cher, mais là je reste sur le grand public payable. Enfin, pas bon marché, mais voilà, il ne faut pas vendre la maison pour l'acheter. Donc, on est sur du processeur à 10 cœurs à l'actuel, toujours 64 bits. Vous voyez ici chez Intel, c'est du 14 nanomètres, 4 milliards de transistors, et on atteint 5,3 GHz avec un système de refroidissement à eau en Islande. Voilà. Ensuite, ça c'est pour Intel. Ouais, j'ai mis Intel. J'ai mis que des Intel au début. C'est pas par choix, c'est parce que c'est à chaque fois eux qui ont innové. Sinon, il n'y a pas qu'Intel. On a AMD ici avec, si vous voulez, donc ça c'est un exemple grand public là. Si maintenant vous voulez le top du top en processeur type serveur et que vous avez des sous, vous voyez qu'il y a des processeurs jusqu'à 64 cœurs en AMD. Qu'on descend à 7 nanomètres et qu'il y a du coup voilà, un paquet de transistors, on a 40 milliards de transistors sur une puce, du coup vous voyez la fréquence, il n'y a pas le choix. On a beau être avec une finesse de gravure ici plus petite, vu le nombre de transistors, on ne sait pas rester à 5 GHz quoi. Donc la fréquence est plus basse, parce qu'il y a trop de transistors. Et à titre de comparaison, si je prends ça, je crois que c'est le processeur du dernier iPhone. C'est un peu plus compliqué de comparer, parce qu'on compare un peu des bananes et des pommes. En fait, l'Apple, c'est un processeur qui contient 2 cœurs CPU d'un type, 4 cœurs CPU d'un autre type, plus un processeur graphique, ce qui fait qu'il y a un paquet de transistors. C'est du 7 nanomètres, et vous voyez que ça peut atteindre maximum 2,6 GHz. Voilà, ça vous situe un petit peu où on en est.
mais vous voyez que les fréquences stagnent en fait, hein, depuis 2005. On a beau faire de plus en plus petit, ces fréquences stagnent assez bien. On n'est plus dans l'évolution du millénaire précédent. Donc les fréquences, c'est vrai que j'ai parlé que de fréquences, j'ai pas vraiment expliqué ce que c'était, mais bon, vous savez tout ce que c'est que signifie le mot fréquence. Et donc votre processeur, c'est un circuit électronique qui est cadencé au rythme de son horloge interne, et donc on parle de fréquence d'horloge exprimée en Hertz. Et donc à chaque top d'horloge, à chaque tic, le processeur il fait un truc. Et donc on parle de fréquence interne du processeur. Donc on a vu dans le tableau précédent, on va dire que les processeurs actuels, la fréquence interne se situe entre 1 et 5 GHz, mais c'est pas forcément la fréquence du reste de la machine. Donc typiquement, entre le processeur et la mémoire RAM, il y a une fréquence de l'ordre qui se situe entre 100 MHz et 1 GHz vis-à-vis de la communication entre les deux. Je parle de fréquence réelle, hein, parce que ceux qui connaissent, ils vont me dire « Ouais, moi j'ai de la RAM à 4 Go », ouais, mais on parle pas de la même chose. Donc, entre le CPU et la carte graphique, la communication se fait à 100 MHz, par exemple. Entre le CPU et le reste de la carte mère, entre 100 et 1 GHz. Tout ça, ce sont des fréquences externes. Donc, il y a la fréquence interne avec laquelle il fait les calculs, et il y a les fréquences externes avec lesquelles il communique avec le reste du monde. Et donc, pour calibrer tout ça, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi encore une autre fréquence qu'on appelle la fréquence de base. C'est plus moderne, c'est de l'ordre de 200 MHz. Et donc, un processeur, voilà, une fréquence de base de 100 MHz. Du coup, il communiquera avec la carte graphique avec 100 MHz. Et il a ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur, par exemple 50, ce qui ferait qu'il fonctionnera 50 fois 100 MHz, donc 5 GHz de fréquence interne. Cette formule, la voici. Donc la fréquence interne, c'est la fréquence de base multipliée par le coefficient. Ça nous donne la fréquence interne de fonctionnement. Là, c'est une capture d'écran d'un BIOS de carte mère. Je ne sais plus laquelle la le modèle est là. C'est pas très important. Et donc, on voit ici, je vous dis pas de bêtises, on a une fréquence de base de 100 MHz. Tiens, c'est le processeur, il est ici le modèle. Il y a un ratio de 38, ce qui signifie donc que le processeur tourne à 38 x 100 à 3,8 GHz. Passons à une définition intéressante, qui est la définition du terme overclocking. L'overclocking, c'est quoi? C'est de modifier le coefficient de multiplicateur et ou la fréquence d'horloge de base du processeur. Du coup, si on augmente une de ces deux valeurs ou les deux, ça va augmenter la fréquence de fonctionnement du CPU et donc, de facto, les performances. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire manuellement. Prenons un exemple. Avec le même processeur que dans le calque précédent. Si maintenant on augmente la petite fréquence de base, on passe de 100 MHz à 102 et le ratio 38 on passe à 50, on multiplie tout ça, on obtiendra une fréquence de fonctionnement de 5,1 GHz à la place de 3,8. Donc, du coup, les performances seront supérieures au fonctionnement à 3,8. Le problème, c'est que le processeur va chauffer beaucoup plus et que la marge de manœuvre, on ne peut pas faire ça à l'infini, je ne peux pas mettre 17 GHz, donc il chauffe plus. Imaginons que j'arrive à le refroidir, ok, mais il y a quand même d'autres limites. Et donc, sur la fréquence de base, généralement, la marge de manœuvre n'est que de quelques pourcents. C'est pour ça que dans l'exemple, je suis passé de 100 à 102. Les coefficients sur les processeurs conventionnels, ils sont bloqués. Donc le 38, je ne peux pas le bouger. Si vous voulez avoir un processeur, donc chez Intel je parle, si vous voulez avoir un processeur, vous pouvez modifier ce coefficient, il faut acheter un Intel de version K, donc il coûte un peu plus cher pour qu'on puisse le bidouiller, c'est fait pour, c'est du marketing. Et chez AMD, alors je ne suis pas un expert AMD, mais j'ai en tête qu'ils sont tous déverrouillés, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il faut savoir aussi que pour monter la fréquence, des fois, il est nécessaire de monter la tension du processeur pour qu'il accepte cette fréquence plus élevée, sauf que l'échauffement thermique évolue au carré
de la tension d'alimentation. Donc la moindre petite augmentation de tension peut avoir des répercussions assez notables sur l'échauffement du processeur. Donc voilà, on peut bidouiller pour essayer d'augmenter les performances. C'est quelque chose qui se faisait avant, par beaucoup de gens, enfin beaucoup d'amateurs passaient leur temps à faire de l'overclocking comme ça. À notre époque, c'est de moins en moins utile dans le sens où les fameux 3,8 GHz que vous avez ici affichés en blanc, c'est une fréquence de base et cet overclocking que j'ai écrit ici en jaune, bah, il se fait automatiquement en fait, il se fait automatiquement par d'usine. Voilà, c'est prévu pour ça. Je vais vous présenter ça au calque suivant. Donc le ratio d'usine sur les processeurs, la grande majorité des processeurs, ce ratio est variable. Donc il va y avoir un overclocking automatique qui va avoir lieu. Alors généralement la fréquence de base elle ne bouge pas, elle reste à 100 MHz. Et donc cet overclocking d'usine, vous avez, ça c'est un vieux calque, hein, c'est la première fois qu'ils ont présenté cette technologie. C'était Intel qui avait appelé ça le Turbo Boost. Chez AMD, ça porte un nom. Enfin bref, peu importe. L'idée est la suivante. C'est quand vous avez un exemple ici qu'un processeur à 4 cœurs. Quand il y a un cœur, il n'y a qu'un seul cœur qui bosse, bah, le système ne chauffe pas trop et donc il peut augmenter le ratio pour booster la fréquence du processeur et passer par exemple de 4 à 5 GHz. Si maintenant la charge de calcul c'est 2 cœurs, bah, il va augmenter aussi, mais un petit peu moins que s'il n'y avait qu'un seul. Et s'il y a 4 cœurs, bah, si vous allez refroidir suffisamment, il va augmenter aussi un petit peu la fréquence, mais de façon plus modérée comparée à une charge de calcul moins intense. Donc ça s'appelle le Turbo Boost et finalement ce truc-là, bah, c'est un overclocking automatique. Et au début où cette technologie-là est sortie, l'overclocking automatique était relativement modéré, donc ce qui faisait qu'il y avait des marges quand même assez importantes. Pour vous donner des chiffres, par exemple l'overclocking automatique, il y avait des processeurs qui montaient à 3,4 GHz à fond. Et on avait des marges, on pouvait les laisser manuellement encore augmenter plus haut, monter à 4,5 par exemple. À l'heure actuelle, ces overclocking automatiques, ils vont déjà presque au maximum de ce que le processeur peut faire. En tout cas dans des conditions de refroidissement conventionnelles. Et donc, commence à bidouiller, comme je vous ai montré dans le cas précédent, vous allez gagner, allez, 10% à tout casser au prix de consommation supérieure, d'un plus gros système de refroidissement, etc. Donc c'est de moins en moins intéressant de faire un overclocking manuel sur bah, les générations actuelles. Donc prenons maintenant des chiffres réels de ce fameux ratio variable, ce coefficient variable. Donc j'ai pris ici un processeur d'avant-dernière génération. Et si on regarde la doc, évidemment, le marketing, ils vous mettront en avant, ouais, c'est un processeur à 5 GHz, ça dépote, etc. Ok. Sauf que quand on regarde la doc, en fait, les 5 GHz, c'est la fréquence en mode turbo. Donc c'est au cas où vous arrivez à refroidir correctement votre processeur. Sa fréquence de base, c'est pas 5, c'est 3,6. Donc, ce qui signifie que votre processeur va être à 5 si vous arrivez à le refroidir, et dans le pire des cas, il baissera à 3,6. C'est ça que ça veut dire. Mais, c'est 5 sur un seul cœur. Donc si vous utilisez qu'un seul cœur dans votre machine, il va monter à 5. Vous voyez ici dans la doc, il n'est pas mis sur combien de cœurs. C'est sur un seul. Donc si votre processeur, qui pour info celui-là, c'est un 8 cœurs, si votre processeur, si vous achetez un 8 cœurs, c'est pas pour bosser sur un seul cœur. Donc si vous avez plus qu'un cœur qui bosse, il n'atteindra pas les 5 GHz. Il sera en dessous. Bon, pas beaucoup en dessous, mais il sera en dessous, et toujours à condition que vous arrivez à refroidir correctement votre processeur. Donc typiquement, il va descendre à 4 GHz sur tous ses cœurs, et pas 5. Donc la différence, vous n'allez pas le sentir, hein, mais c'est juste pour vous dire que les chiffres qu'on montre dans la doc, enfin dans le marketing, bah, il faut savoir ce que ça signifie. Donc, du coup, finalement, au niveau du marketing, à quoi sert de mentionner cette fréquence-là et celle-là? Parce qu'au final, votre processeur, il sera jamais, en tout cas sur un PC fixe, sur un portable, on en reparlera plus tard, sur un PC fixe, il sera finalement jamais à cette fréquence-ci, sauf si vous avez un système de refroidissement pour AV,
et il sera rarement à cette fréquence-là. En fait, vous allez toujours être entre les deux et normalement, vous allez traîner, si vous avez bien dimensionné votre système de refroidissement, voire une autre vidéo, vous serez dans ces fréquences-là. Car le mode turbo est activé par défaut. Alors, on va un peu en parler aussi des PC portables, hein. Et j'ai pris un exemple ici. Vous avez le lien vers le test, hein, j'invente pas les chiffres. Donc vous avez un magnifique MacBook Pro 15 pouces avec un processeur à 8 cœurs, donc de l'année dernière. Et donc ils ont fait des tests, sur ce site ils ont testé la machine en mettant une charge de calcul, enfin soumettant le processeur à une grosse charge de calcul, et vous avez ici là, je vais prendre une autre couleur pour qu'on voit mieux. Là vous avez le taux d'utilisation processeur. On voit qu'ils l'utilisent à 75% au début, puis ça monte à presque 100, puis à un moment donné ils arrêtent. Et donc vous voyez quand il charge le processeur là, vous voyez que sa fréquence de fonctionnement, maintenant c'est le graphique du dessus, là, on voit que la fréquence de fonctionnement, bah, elle atteint quasi jamais 4 GHz. Pourtant, dans la doc et le marketing et le vendeur, il va vous dire super processeur, 8 cœurs, 4,8 GHz. Oui, effectivement. En Islande, en ouvrant le PC et en soufflant de l'air super froid dessus, ouais, peut-être. Mais dans la vie réelle, bah non. Vous voyez qu'il n'atteint même pas les 4 GHz. Et puis, plus le temps de calcul, plus on lui donne des calculs pendant longtemps, bah plus vous voyez sa température de fonctionnement augmente. Et vous voyez qu'avec la température de fonctionnement qui augmente, on a la fréquence de fonctionnement qui baisse. Donc automatiquement. C'est comme ça maintenant, hein. Les systèmes ils sont thermorégulés pour éviter que ça pète, et en même temps, bah, ça fait bien de pouvoir mettre des gros chiffres dans la doc. Donc vous voyez qu'il baisse sa fréquence, et il passe même à un moment donné ici sur ce point-là, il arrive à sa fréquence de fonctionnement minimale, qui est 2.3. Puis il passe en dessous, alors c'est pas une arnaque, hein, il passe en dessous parce que, regardez ici, on arrête de faire les calculs. Donc, je suppose que c'est un mode système économie d'énergie, ben, il va baisser encore sa fréquence, parce que comme on sollicite pas le PC, ça sert à rien de le maintenir à 2,3 GHz. Du coup, il peut refroidir. Puis boum, on remonte une charge de calcul. Du coup, il se rebooste à une fréquence élevée, mais il réchauffe tout de suite, et puis il doit rediminuer, et ainsi de suite. Ce phénomène-là, ça porte un nom. Donc, ouais, Cubico qui nous rappelle qu'on est quand même loin des 4.8 annoncés. Et c'est normal aussi parce que regardez l'épaisseur du portable. Comment vous voulez refroidir correctement un tel système avec une telle épaisseur pareille, et donc un système de refroidissement qui n'a pas beaucoup de place en fait pour fonctionner. Et donc ce phénomène, ça s'appelle le throttling. Mais on va en reparler après. Donc, si c'était le même type de processeur dans un PC fixe, bah, vous auriez beaucoup plus de place pour mettre un dissipateur thermique correct, et vous auriez pu normalement être à votre fréquence proche du maximum tout le long. Mais dans un portable, vous voyez, on est loin de pouvoir le faire. Alors là, j'ai pris cet exemple-là parce que ça avait fait le buzz à l'époque. C'était un modèle d'un an avant. Ils avaient un peu merdé l'ordinateur. Et aussi un test similaire, hein. Vous avez la charge processeur ici, vous avez sa température là, et ses fréquences de fonctionnement ici. Donc de nouveau un processeur qui annonce à 4,8. Et vous voyez qu'on le charge directement ici avec une charge de calcul élevée. Et vous voyez que il est direct à 100 degrés, quoi. Le processeur est direct à 100 degrés. Et à un moment donné, il en a marre, là, il fait un drop pour se refroidir, parce il était à 100 degrés pendant trop longtemps. Et donc vous voyez ici que la fréquence pour pouvoir se refroidir est passée sous le gigahertz, carrément. Et puis il a essayé de remonter sa fréquence. Enfin, je me suis trompé de graphique, c'est ici. Il a essayé de remonter sa fréquence, mais comme il a réchauffé tout de suite, il a rebaissé sa fréquence, et ainsi de suite. Et il y a un phénomène d'oscillation, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend. Ce qui fait que finalement, si je tire une moyenne,
bah, la fréquence de fonctionnement, elle est là, quoi. Vous voyez qu'on est à la moitié de la fréquence minimale annoncée. Tout ça à cause du système de refroidissement. Donc c'est pas le processeur qui est mauvais, c'est pas l'ordinateur en soi qui est mauvais, c'est le système de refroidissement qu'il y a dessus qui n'est pas capable de maintenir le processeur à sa bonne fréquence. Voilà. Et dans ces conditions, bah, ça fait que cet ordinateur qui coûte 3000 boules, enfin qui a coûté 3000 euros à son propriétaire, bah, se retrouvait finalement être plus lent qu'un ordinateur 10 ans plus vieux, 10 ans plus ancien, correctement refroidi. Et donc ça s'appelle le throttling, ce phénomène. Voilà, donc le throttling ou le thermal throttling. Donc, moralité, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, parce que c'est la fin de la vidéo, c'est que on vous annonce des fréquences max. Dans la doc, vous pouvez trouver la fréquence de base. Sur un PC fixe, normalement, vous serez toujours au minimum à la fréquence de base. Si vous refroidissez correctement, ce qui n'est pas très compliqué, hein, on verra après, vous serez quasi presque toujours à une fréquence proche de la turbo. Et sur un portable, bah là, ça dépend de la machine. Donc typiquement, hein, quand on prend des gros processeurs genre i9 avec 6 cœurs et plus dans les ordinateurs portables, il n'y a pas de système de refroidissement efficace hein, dans les ordinateurs portables pour ce type. Que soit, ici c'est la marque Apple, mais peu importe la marque, c'est difficile de refroidir avec si peu de volume de tels processeurs dans un ordinateur portable. Donc voilà, il faut être conscient de ça, qu'avec les ordinateurs portables, vous êtes rarement aux fréquences annoncées. Voilà, ceci termine la vidéo.